Salut, bienvenue à Sur la ligne version accès OBN parce qu'on est là tous les jours du tournoi. On va faire des épisodes où on va résumer ce qui s'est passé dans la journée et faire un aperçu de ce qui s'en vient pour la soirée. Déjà du contenu sur nos plateformes. Je salue Ulysse qui a fait une vidéo super avec Félix Auger-Aliassime. J'invite à aller voir ça. Et toute la gang de Chaos Sport qui s'occupe de nous toute la semaine, en fait toute l'année. Je suis Alex Régimbal, à ma droite Charlotte Robillard-Millette et Hugues Léger également. Comment te portes-tu, Charlotte? Comment vas-tu? On dirait là, que la pluie, là, te... Je me suis fait mouiller par la pluie. Effectivement, non, on peut le voir dans mes cheveux. L'humidité a pris le contrôle. On aurait pris une journée moins pluvieuse, mais tout de même, ça va bien. Je suis contente d'être là puis de commencer. J'ai hâte qu'il y ait plus de matchs qui puissent se jouer. On est content de t'avoir avec nous aussi, même si t'es pas satisfait de tes cheveux. Moi, si je peux avoir ces cheveux-là, très, très satisfait, ma chère Charlotte. Hugues, je te verrais bien avec ces cheveux-là. Honnêtement, on sait jamais. Peut-être le look du prochain... Ils sont pas à vendre, guys. Désolé. Non, Charlotte, elle a l'exclusivité du look. On va en parler de la pluie, mais Hugues, d'abord et avant tout, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va, on tente de rester au sec depuis 2 jours. C'est un début compliqué pour le tournoi, les organisateurs. Au moment où on enregistre, près de 5 heures, on est toujours sur le premier match de la session de jour, Alexis Galarneau en début de deuxième set. Ça commence à soulever les discussions encore plus en profondeur sur le toit, donc je dirais que c'est un mal pour un bien parce qu'il faut aborder ce sujet-là. Mais bon, c'est un début de tournoi un peu difficile avec la pluie. Ce sera d'abord notre premier sujet et notre dernier d'une certaine manière également parce que plus tard dans l'épisode, on reçoit Mohamed El Katafani qui travaille pour une compagnie canadienne. Groupe Farley qui fait des toits. Effectivement, on l'a reçu au podcast. Vous allez pouvoir entendre l'entrevue un peu plus tard. Mais d'abord, parlons du sujet dont on parle à chaque fois qu'il y a de la pluie, à chaque interruption, et pas juste depuis quelques années. Là. J'en parlais à la radio un peu plus tôt aujourd'hui, puis je disais... Ça date pas de Valérie qui fait des entrevues à chaque fois, ça date de Eugène, puis ça date peut-être de même avant ça, la question du toit, parce que là, les 2 premiers jours du tournoi ont été bousculés, puis pas à peu près, on a presque 24 heures de retard sur l'horaire, là. Oui, puis là, on revient sur la conversation du toit, tant pour les joueurs que pour les spectateurs, pour le tournoi, pour tout le monde, pour les médias. Ça décale, on ne sait pas ce qui se passe, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Là, Alexis embarqué pour une partie seulement, c'était 1-0 pour lui. Là, ensuite, c'est 4-6, 1-2, puis on doit arrêter. Donc, c'est difficile à gérer. Il était supposé jouer hier. Finalement, il était supposé jouer ce matin. Le premier match de la journée. Et donc, on voit que dans la préparation, pour les joueurs, pour le stress et tout ça, c'est pas facile. Pour les spectateurs qui viennent, qui se déplacent. Et là, je parlais à quelqu'un que je connaissais qui avait pas de billet le soir. Donc, elle s'est faite comme sortir du terrain parce que, ben là, on est rendu le soir. C'est très, très compliqué. Puis, financièrement aussi, ben il y a des pertes de ce côté-là. Puis, ça ramène la conversation qui met beaucoup de pression sur le tournoi. Oui, beaucoup de frustration. Le règlement du tournoi, c'est quand 1h30 est jouée dans une session, 90 minutes, c'est considéré comme joué. Donc, si tu as eu donc un début de match, peut-être un set et demi, tu venais pour voir 2 ou 3 matchs, il se met à pleuvoir, ben c'est fini. Ben hier, c'est ça qui est arrivé. On a déclaré la session fermée et joué. Tu n'es pas remboursé. Donc, ta séance est finie, tu n'es pas remboursé. Exactement. Puis bon, effectivement, dans le planning pour les joueurs, tu l'as dit, Charlotte, hier soir, on devait avoir une très belle séance de soirée avec Gabriel et Alexis. Et Gaël. Une foule, probablement un stade presque rempli pour les encourager, foule locale. Les joueurs se préparent pour cet état d'esprit-là, cette ambiance-là aussi. Ben non, c'est repoussé. Ça fait partie du jeu, on va se dire. Mais OK, c'est déplacé au lendemain. Alexis est recédulé à 11h en début de journée. Il y avait peut-être 800 personnes dans le stade à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la météo. C'est sûr que c'est pas évident. Donc les gens sont pas contents, les joueurs sont pas contents. L'ATP pose des questions aussi. La pression pour améliorer l'infrastructure est posée de plus en plus. 5 tournois Masters 1000 ont déjà des toits. Cincinnati a mis 300 millions, mais encore de la pression pour mettre un toit aussi. On sent que ça va arriver. Donc, moi, c'est sûr que Montréal et Cincinnati, c'est les 2 qui sont les plus sous la loupe en ce moment, parce que ça fait partie du chemin vers le US Open. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est très compressé, cette période-là, entre le 1er août et le début du US Open. Donc, le dossier va juste continuer d'alimenter les discussions. Et il faut un toit.
Oui, ça c'est certain. Tout le monde le répète. Puis là, le tournoi est critiqué beaucoup parce que, ben, au-delà du toit, on trouve que peut-être ça serait dû pour une petite rénovation. C'est plus désuet que les autres. Probablement, tu l'as mentionné, l'investissement qui a été fait à Cincinnati. Donc, si on se compare aux autres tournois 1000, on prend un petit peu de recul. Puis là, tu rajoutes par-dessus le volet du toit qui vient engendrer pas mal de difficultés. Oui. Puis pour les spectateurs, peut-être que ça fera en sorte aussi que les fans ne veulent plus nécessairement acheter de billets parce qu'ils sont frustrés de la situation. Puis dans leur planning de l'été et de quand est-ce que je me déplace pour venir au tournoi, ben c'est tellement incertain que peut-être ça crée des découragements de ce côté-là. Donc, il va falloir faire quelque chose. Le problème qu'on parlait un petit peu avant d'enregistrer, c'est aussi qu'on ne peut pas nécessairement juste rajouter un toit parce que le stade ne peut pas le tenir. Non. Donc, ce serait de vraiment tout refaire le central. Ouais. Puis, je répète un point, Alex, excuse-moi avant que tu continues. Le Centre national, c'est 12 mois par année. C'est pas 2 semaines de tournoi par année. Il manque de terrain intérieur à Montréal, au Canada. On le sait, c'est un peu le sujet de notre podcast aujourd'hui avec Groupe Farley plus tard aussi, qui fait des dômes. Mais si on refait le central, si on investit sur le Centre national, c'est plus de terrain intérieur qu'on va avoir, plus de terrain extérieur aussi pour la population, au meilleur coût à Montréal en passant pour jouer au tennis sur des terrains de calibre mondial. On a 4 terrains de pratique qui ont été faits au Centre Claude-Robillard. Donc, on a un site satellite au Parc Jarry maintenant pour accueillir les joueurs parce qu'il manque de terrain. Exact. C'est ça qui est un peu difficile aussi. Puis moi, je trouverais ça inconfortable étant un joueur, une joueuse qui joue le tournoi parce qu'on n'a pas assez de terrain de pratique sur le site ici. Surtout que le tableau est rendu plus grand. Donc, on a un site extérieur qui n'est pas juste à côté. C'est au moins 25-30 minutes de voiture. 20 minutes. Peu importe, c'est pas nécessairement au même endroit. On dit que c'est la même surface, mais c'est pas l'idéal. Il faudrait avoir plus de terrain, il faudrait avoir plus d'espace. Il faudrait aussi que les vestiaires soient rénovés. Il y a plein de choses à faire. Donc, il faudrait vraiment un budget pour ça, pour se mettre à niveau par rapport aux autres. J'ai beaucoup de questions pour ce dossier-là, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, ben, tant qu'à refaire le toit, refaisons une partie du stade au complet. On n'a pas vraiment le choix. Pour pouvoir mettre à jour les installations pour les joueurs. De 1968, hein, donc ça ne pourrait pas supporter un toit. Là. Je vais me faire l'avocat du diable. Si tu dis, c'est pas juste un événement au Centre national, c'est 12 mois par année. Oui. Mais Alcaraz, il est juste ici une fois par année. Fait que moi, je suis les paliers de gouvernement, là. Puis le tournoi, record de billets. Le tournoi, les meilleurs joueurs continuent de venir. Puis, tu sais, là, OK, Sinner, Alcaraz, Djokovic sont pas là. Mais c'est pas vrai que les meilleurs joueurs viennent pas. Je vais te répondre. Attends, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Moi aussi, je pourrais répondre. Laissez-moi aller. Je veux rajouter des arguments avant qu'on... Si je suis les paliers de gouvernement, c'est quoi mon incitatif? Un événement par année, le tournoi est populaire, puis l'ATP ne me menace pas encore directement de m'enlever. Peut-être, mais c'est pas là encore. Fait que tant que la question elle est pas posée, c'est quoi mon incitatif? Elle est posée. OK, mais peut-être. Moi, ce que je vais dire, c'est que... tant que les billets ils sold out, le tournoi, là, Tennis Canada a du leverage. Là, ils vont faire quoi? Ils vont prendre un des tournois les plus populaires, puis ils vont dire non, vous n'êtes plus Masters 1000, puis ils vont aller dire quoi pour l'autre tournoi après, qui fait 25% de la... Tu sais, on jase. Tu parles de Toronto? Non, mais de d'autres tournois. On en parle à Shanghai. Tu regardes au début du tournoi, pas un chat dans un gradin. Ouais. C'est pas les mêmes budgets à Shanghai. Mais t'as raison. Ceux qui ont le plus de pression en ce moment, c'est Indian Wells, qui est très populaire, c'est Cincinnati et c'est Montréal. 3 tournois qui fonctionnent très bien, qui sont dans le calendrier depuis très longtemps. Hein. C'est les 5e, 4e, 5e, 6e Grand Chelem, là. Disons-le comme ça. Je me fais l'avocat du diable. On jase. OK, mais moi, ce que je vais dire, par contre, c'est que... Merci, Charlotte. Très intéressant. Il a peur de moi. Ouais, c'est ça. Non, ce que je vais dire, c'est que... Bon, tu mentionnais le Centre national. Oui, le Centre national, c'est une chose, mais tu me disais, Alcaraz et les autres sont seulement ici une fois par année. Ça reste que les Bianca Andreescu, les Félix Auger-Aliassime, tous ceux qui ont performé... se sont développés ici. Diallo, Gallardo. Donc, on part de cette prémisse-là où les joueurs se développent dans le Centre national, et si on n'a pas les infrastructures pour soutenir un développement qui a de l'allure, on n'en aura pas qui vont se rendre loin dans les tournois, qui vont être dans le top 10 mondial. Mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand on faisait le débat sur le tennis italien, où est-ce qu'il est décentralisé,
est-ce que tu n'as pas les mêmes résultats avec le numéro mondial? Non, mais c'est ça mon point. C'est pas les mêmes conditions météo en Italie. Puis oublie pas, ce qui inspire les gens à acheter des billets, ben, c'est que génération en génération, après génération, on a des joueurs qui performent. Depuis Eugénie Bouchard, Miloš Raonic, Andrescu, Shapovalov, Félix, on le dit tout le temps, Léla, Bianca. Donc tout le monde passe par ici, Charlotte. Donc c'est ce qui fait qu'on a cette culture de tennis qui fait partie des mœurs au Québec, qui fait partie du calendrier de l'été à Montréal. Donc si on commence à désinvestir, puis effectivement, si les joueurs ne viennent plus parce qu'il y a trop de tournois collés ou parce que les conditions sont moins bonnes à Montréal et on ne développe plus de champions qui nous inspirent, tous les jeunes qui ont vu Félix cette semaine... C'est comme un cercle vicieux. Donc, tout va commencer à se décomposer. Je vais me joindre à l'argument. Attends, j'avais un autre argument qu'on va pouvoir peut-être débattre. Mais Tennis Canada, qui est l'organisation de tennis gouvernementalement, tu dois avoir... C'est la Fédération Canada. Nationale. Tu dois la Fédération l'avoir. nationale, ouais. Ben, sa pérennité... C'est le tournoi. C'est le tournoi. 100%. Parce que 80% de ses revenus exact. à Tennis Canada, c'est l'Omnium Banque Nationale. Mais 100%, mais là, en ce moment, on se dirige vers un record de billets vendus. Oui, mais ça va pas durer pour toujours. Ben, peut-être. OK. On peut pas miser sur ça pour 10 ans encore. Là. S'il continue à pleuvoir comme ça pendant 10 jours... Ça a un effet dissuasif pour les prochaines années. Voilà. Oui, puis il va falloir rembourser, il va falloir avoir des pertes. OK, mais j'en ai un bon argument pour vous autres. Parce que là, moi, je vous challenge. Il serait temps que t'en aies un bon. Mais non, mais là... Il faudrait qu'on fait juste... Ma job, c'est de vous challenger. Je suis pas obligé de toujours dire mon opinion, mais j'en ai un bon argument pour vous. Dire, OK, c'est un événement par année. Non, mais sac un toit ici, là. Tu veux faire des événements pendant l'hiver? Ben oui, stade multifonction. Ben oui. Spectacle de musique, gala de boxe, des cabots de boxe. terrain de basketball. Assure-toi que tu allé dans notre camp. Non, mais j'ai jamais pas été dans votre camp. Tu es un fan de anime le débat, mets le feu à la place. J'adore ça. Ma job, c'est de vous... Je voulais juste t'entendre dire qu'on t'avait convaincu, mais j'étais convaincu avant qu'on en parle, pas parce que je pose la question que je suis pas convaincu. Mais là, si tu as un toit, puis tu as un événement, effectivement, ouais, c'est ça. Tu as un événement, tu peux faire, effectivement, des spectacles de musique, tu peux faire des combats de boxe. Voilà. Il y a l'Alliance qui est venue ici, là, c'était cancellé à cause de la pluie, justement. Oui, exactement. Et là, fait quelque chose avec la boxe, t'as tous les sports. Invite, je sais pas. Mais là, t'as des arguments pour être 365 jours par année. Puis peut-être que Tennis Canada sous-traitera ces événements-là, ou peut-être qu'ils s'en occuperont, mais ça peut être des sources de revenus supplémentaires pour la ville, et ça peut être des sources de revenus supplémentaires peut-être pour Tennis Canada s'ils sont sous-traités. C'est-à-dire que, une compagnie engage Tennis Canada pour gérer au parc. Fait que tu dis, oui, c'est un événement par année, parce que c'est ça que ça permet présentement. Mais si tu t'offres d'autres possibilités, ben il y a quelqu'un qui va... C'est certainement des arguments qu'ils ont utilisés afin de vendre l'idée puis de convaincre peut-être des investisseurs ou même le gouvernement ou peu importe qui. Mais je veux dire, je vois pas un futur pour le tournoi sans toi. Puis je parle pas d'un futur lointain. Je parle d'ici les 3-4 prochaines années. Ouais. Hot take. Toi sur le stade olympique ou toi sur le parc Jarry? Sur le stade du parc Jarry? Je pense qu'on a investi déjà assez dans le stade olympique. Ben non, mais il faut le toit stade olympique et il faut l'investissement à l'intérieur pour toutes les bonnes raisons. Lequel tu fais en premier? Il faut finir le stade olympique en premier. Tu vois, moi je verrai ici en premier. Je suis avec Charlotte là-dessus. Pas longtemps après, il faut le faire ici. Puis je parle de peut-être dans 2-3 ans. Le stade olympique, c'est un projet d'1 an ou 2 devant nous. Ici, c'est un projet qui est en cours, qui a été présenté par Tennis Canada il y a quelques semaines, de peut-être 3, 4, 5 ans. Donc, il y a une séquence dans les événements. Mais si Montréal veut rester sur la carte des grandes villes nord-américaines en termes d'événements sociaux, culturels et sportifs, il faut ce genre d'installation-là. C'est tout. Ben, moi, vas-y, Charlotte. Ben, il y a un projet de faisabilité qui a été établi, qui a été fait par Tennis Canada, et là, on passe à la prochaine étape. Appel d'offres. Au moins, on continue d'avancer, puis il y a un certain momentum par rapport à ça. Donc, ça, c'est le positif. Mais je pense qu'il faut continuer d'en parler. Valérie Tétrault, la directrice du tournoi, en a parlé depuis les 2 derniers jours. Il faut que ça bouge. Tu sais, ce qui est en dessous de nous ici, là, c'est les vestiges du stade de baseball. Là. 1968. Puis pour vrai, honnêtement, on devrait garder cette partie-là, ne serait-ce que d'un point de vue historique. C'est l'identité. S'il y a un renouvellement. Mais c'est pour vous donner une idée à quel point ce stade-là est vieux. Ça, Alex. Les expos sont partis depuis. Et tout le développement a été fait de façon responsable, par étapes. Donc, la première étape, c'était le stade de baseball. On met une estrade temporaire du côté nord. On met un terrain dans le diamond de baseball, puis on essaie que ça fitte. C'était pas mal ça. Il y avait 2 terrains de pratique, là, quand je commençais à venir ici dans les années 80, milieu des années 80. Après, ils ont dit, OK, on va rendre ça plus permanent
un peu. 96, finalement, on fait un vrai cours central qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. 96, là, ça fait 30 ans. Donc c'est des étapes qui ont été réfléchis, qui ont été faits, Richard Legendre, qui ont vraiment été faits, Alex, au même rythme que les gens venaient aussi. Donc, c'est un tournoi qui a évolué avec les foules et tout ça. Et là, on est prêt à passer à une autre étape. Mais je trouve que c'est quand même un gros problème parce que quand j'étais dans les coulisses, un peu dans mon rôle de Tennis Canada, le plus gros problème, c'était vraiment ça. Au-delà des retraits et tout ça, la pluie, que ce soit dans les communications, que ce soit dans les opérations. Pour le broadcast télé, c'est l'enfer. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de choses que ça l'impacte, que ça l'influence négativement. Puis, c'est hors de notre contrôle. Puis avec les changements climatiques, maintenant, ça fait que s'empirer. Donc, je vois pas vraiment je vais vous donner un petit angle média. Le problème, c'est que durant les arrêts de pluie, on repasse un documentaire, on repasse un match de la veille, ou s'il n'y en a pas eu un match de l'an passé ou un match d'il y a 10 ans, les codes d'écoute chutent à ce moment-là. La valeur du spot publicitaire baisse. Le média doit donner des make-good, des remboursements à son annonceur partenaire. Donc, il y a un cercle vicieux au niveau revenu qui vient jouer là-dedans aussi. Puis toutes les sessions qui sont annulées avant 90 minutes, effectivement, sont remboursées ou repoussées à une autre séance. Tu enlèves une méchante partie du casse-tête si tu ajoutes un toit. Parce que pour vrai, le monde, ils viennent voir pour le central. Je n'ai rien enlevé aux autres terrains. Mais si au moins, tu n'as pas à rembourser le central. Bien sûr. Puis au lieu de jouer 4 matchs sur le central, tu en joues 6 parce qu'il y a de la pluie puis que tu as rajouté un match sur le central, pourquoi pas en fin de soirée, tu sais, puis t'enlèves, t'es pas obligé de rembourser. Les spectateurs sont au sec. Environnement tempéré pour les joueurs. Qu'il fasse 35 degrés ou qu'il pleuve. Ça, c'est l'autre chose, Charlotte. Moi, j'ai tout le temps la vision du joueur, de l'athlète, parce que je pense comme ça. Et je me dis aussi, on a eu beaucoup de retraits dans les dernières années. Djokovic, ça fait 7 ans qu'il n'est pas venu. Je me dis, c'est sûr que si on a le meilleur espace, le meilleur environnement, que c'est sécuritaire, entre guillemets, qui savent que la semaine va se dérouler comme elle est supposée, qu'il n'y aura pas de retard, surtout sachant qu'ensuite c'est Cincinnati et que c'est le US Open. Ouais. Mais peut-être que ça va les inciter aussi à venir, sachant que la semaine va être que va se dérouler un peu comme prévu. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Tu avais Zverev aujourd'hui qui pratiquait au Midtown, au Sanctuaire, donc un club qui est au centre de Montréal, mais qui n'est pas ici. Il y a eu Félix qui est allé un petit peu partout, il est allé au Carrefour, il s'est promené aussi. Donc les joueurs ne peuvent pas s'entraîner sur le site. Ça, c'est des éléments au niveau confort qui sont pris en considération quand un joueur choisit, dans mon calendrier hyper chargé, où je veux aller et où je veux pas aller. OK, mais cela dit, je trouve que, mettons, c'est correct pour le spin politique qu'on dise que les joueurs ne viennent pas là. Mais à mon avis, c'est historiquement pas vrai, de 1. Puis de 2, quand tu regardes le top 10 présentement, je pense qu'à part Sinner, Alcaraz et Djokovic, ils sont tous là. Parce que c'est un Masters Mills, mais non, mais il est... Mandatory, c'est obligatoire. C'est juste que je me dis... Mais moi, je pense que ça a beaucoup changé dans les 2-3 dernières années, surtout que là, on est dans un format plus long. Je pense que ça va s'empirer. Les joueuses parlent de plus en plus de l'horaire qui est surchargé, qui sont fatigués. Et je crois que c'est des réflexions qui vont venir plus à l'esprit de comment j'organise mon calendrier. Et s'il y a des semaines comme ça qui se passent, qu'il y a de la frustration qui s'accumule, de la fatigue, de l'incertitude, et qui arrive peut-être à Cincinnati brûlé et que ça change un peu leur routine, c'est sûr que ça rentre je te répète, Alex, je te parie aujourd'hui, encore une fois, je l'ai fait la semaine passée, que c'est pas la même personne qui va gagner Cincinnati et Montréal. Donc, évidemment, le seul qui pourrait, ça pourrait être éventuellement Zverev, Medvedev, Félix peut-être, mais ça sera pas le même gagnant 2 tournois de suite. Ce que vous me dites, là, finalement... Donc, ils font des choix. Ce que vous me dites, finalement, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, la situation est peut-être pas si mal, mais il faut voir 2 steps plus loin. Exact. Parce que pas si loin que ça. 2, 3, 4 ans devant. Faut pas... C'est pas parce que ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas parce que les dommages sont pas clairs maintenant, ou en tout cas que ça n'a pas commencé déjà à glisser trop vite, qu'il faut... Mais Alex, je te dis, on est déjà après 48 heures en semi-damage control. C'est sûr, tu as 24 heures de retard sur l'horaire. Là. Mais pour vrai, c'est une des bonnes discussions qu'on a eues au podcast. J'aime ça quand on peut jaser comme ça. Puis on est tous pour un toit, là. On est vraiment tous pour un toit, fait que j'ai pas l'impression que ça va être un sujet de discorde entre nous. Mais j'aime ça vous challenger. Parlons de tennis. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Comme j'aime le dire, il faudra
il faudra attendre pour voir le résultat d'Alexis Galarneau parce que c'est toujours pas terminé. C'est peut-être une bonne chose au moment où on se parle. Il tire de l'arrière, mais peut-être que le délai de pluie, ce serait une bonne chose pour lui. Je regardais derrière moi pour voir comment ça se déroule avec le séchage du terrain. Ça semble pas si mal pour le moment. Le problème, c'est que si ça continue juste à pleuvoir un tout petit peu... Il y a un petit drizzle, une petite bruine. Sur terre battue, c'est une chose, mais sur dur, on peut pas. Surtout sur les lignes. En Charlotte, sur les lignes... exact, ça glisse plus sur les lignes. Donc souvent, c'est la première chose qu'on va regarder en tant qu'arbitre ou superviseur, c'est aller voir la ligne. Si la ligne est glissante, on arrête tout de suite. J'avais envie de répondre dans notre conversation de groupe un peu plus tôt. J'espère que la pluie va tenir pour Alexis quand il a commencé son match. Puis ensuite, je me suis dit, il y a toujours cet aspect de si un arrêt de pluie que tu es en train de perdre, c'est quand même une bonne chose. Puis tu peux parler avec ton entraîneur, changer le momentum, penser à ce que peut-être tu peux faire mieux. Donc, c'est un peu le moment pour Alexis à 4-6, 1-2 de peut-être revenir et de briser le rythme de coupe. Malheureusement, il y a eu un break contre lui en chaque début de set. Et ça, c'est difficile. Il y a un joueur qui sert très bien en face de lui aussi. Donc, souhaitons qu'il pourra retourner la situation. Oui, puis ce bris-là fait en sorte que il perdait 5-2. Puis là, il est revenu 5-4. Donc, on voit qu'il était dans le match. Et c'est peut-être si ça avait été 4-3 au lieu de 5-2, peut-être ça aurait fait une différence pour le premier set. Il y a eu une balle de 5-5. Malheureusement, il ne l'a pas converti. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Il y avait une vraie ouverture, il l'a manqué, il a perdu le jeu tout de suite. Surtout contre des joueurs du top 100. Exact. Puis je sais pas si la foule, il y avait peut-être moins de gens encore une fois qui sont restés. Donc c'est sûr que ça aurait aidé Alexis d'avoir l'énergie de justement ses fans à la maison et tout ça. Donc encore une fois, les arrêts, c'est pas toujours idéal. Mais justement, moi c'est ça que je veux savoir de toi parce que tu es la seule qui l'a vraiment vécu. Hier, tu es stand-by en soirée pour jouer. Tu regardes la journée, tu n'es pas sûr que tu joues, tu warm up un peu, tu te réchauffes un peu, puis finalement, je sais pas, tu arrives ce matin, pluie. Tu te lèves. Tu sais, les athlètes. Ouais, mais c'est ça, parce que les athlètes, vous êtes des bébites de routine. Mais là, tu as zéro routine parce que tu sais pas. Fait que, mets-toi dans la position d'Alexis, là, dis-moi comment tu vis les derniers 24 heures, mettons. Comme je viens de dire, c'est beaucoup d'énergie inutile, entre guillemets. Tu sais, toi, tu veux te concentrer sur ta préparation, sur ton jeu, sur ta tactique, sur ton corps, sur tout ça. Puis là, tu dois penser à, je mange quand, je me repose quand. Exactement. Est-ce que je m'échauffe? Est-ce que je frappe? Est-ce que je dors? Est-ce que je... Et tu essaies d'être 100% prêt, comme si, je me mets en tête que je vais jouer dans 2 heures comme c'est prévu, parce que si jamais c'est le cas, je dois être prêt. Mais déjà là, tu viens chercher cette stimulation-là qui t'enlève un peu d'énergie. Après ça, quand tu finalement, c'était supposé être une journée de repos, mais c'était pas une journée de repos. Non. Parce que mentalement et physiquement, tu étais toujours prêt à embarquer à n'importe quel moment. Encore une fois, il était supposé jouer à 11h, donc là, tu te lèves tôt, tu te prépares, mais c'est pas le cas. Il pleut toute la journée, c'est écrit, c'est prédit qu'il allait pleuvoir toute la journée. Donc, dans ta tête, tu combats un petit peu ce « je sais que je jouerai pas, mais en même temps, il faut que je me mette dans l'esprit que je vais jouer. » Donc, c'est confrontant et c'est vraiment pas, en tant que joueur, c'est vraiment pas la position que tu souhaiterais être. Tu souhaites savoir à quelle heure t'embarques puis d'aller à fond dans cette direction-là. J'ai l'impression que le match qui va suivre le match d'Alexis, on va le déplacer. Pour qu'on puisse faire la session de soirée comme prévu, qui va donner à Gabriel Diallo contre Jacquet et mon fils, qu'on puisse au moins jouer ça. J'ai l'impression que le match qui est après Alexis va être déplacé pour pas qu'on ajoute au retard. Il y a des fortes chances. J'ai l'impression que c'est ça qu'on va faire. Le Kovacevic contre Borges, j'ai l'impression que moi aussi, je m'attends à Diallo, mon fils, sensation de soirée. Si jamais on peut commencer à tout le moins à l'heure à la soirée. Le cut-off de l'ATP, c'est 21h. Ce qui est certain, faut que le match va commencer avant 21h. C'est que nous autres, on sera là. On va rester jusqu'à temps qu'ils disent que la journée est terminée. Surtout que nos Canadiens sont en liste. On enregistre l'épisode avant que le match de Félix revienne. Si jamais vous avez raison, je demanderai au beau Pat de sortir la clip. Est-ce qu'Alexis va revenir dans ce match-là, oui ou non? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a une petite coche en dessous aujourd'hui. Il reviendrait de loin. Je le sens un petit peu en dessous. Il a l'air un peu frustré aussi. Puis tu as touché un point important. Il n'y a pas l'énergie qu'on aurait souhaité sur le central pour ce match-là. C'est pas un stade qui vibre en ce moment pour lui. Ben là, en même temps, il y avait 27 personnes dans le stade à cause de la pluie. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire. Parce que la météo fait en sorte que les gens ne pouvaient pas être là. Il y avait plus de monde pour voir Charlotte à Granby. C'est triste. J'aurais envie de moi aussi dire que je le sens un peu moins aujourd'hui pour Alexis, pour toutes ces raisons-là.
Mais en même temps, j'ai envie de contredire un petit peu Vas-y, et on dire qu'Alexis va revenir de l'arrière et qu'il va avoir eu le temps de se remettre les esprits au bon endroit avec la bonne tactique, puis qu'il va aller chercher son match. On touche du bois, on le manifeste. Alexis va revenir de l'arrière après le délai de pluie. Don't stop believing! Bravo de ça, Charlotte! Bravo! Ben, moi j'ai toujours confiance en Alexis, puis je pense que... C'est un bagarreur, c'est certain. Je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute. Si vous avez une chance de voir Gaël Monfils ce soir, c'est peut-être son dernier passage chez un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire du tennis. C'est un gars qui aura marqué le tennis, même s'il n'y a pas de grands titres là, comme des titres à Grand Chelem. Il a plusieurs titres sur le circuit. Il a eu une méchante belle carrière, Top Gaël 10 Monfils. pendant plusieurs années. Puis pas juste ça, un des gars là, qui peut te faire aimer le tennis, même si t'aimes pas le tennis. Moi, j'ai une bonne anecdote sur lui, si vous voulez que je la raconte. Je pense que je l'ai déjà raconté en nom, mais je me souviens un soir ici. Soirée tranquille, Andy Murray sur le central ici. Puis j'avais choisi d'aller voir Gaël, mon fils, en double avec Joe Wilfried Tsonga. Puis j'avais pas regretté. Là. Les deux avaient donné un méchant spectacle. Même à un moment donné, Joe Wilfried est allé, il a pris une pause toilette. Puis devant la foule, Gaël, mon fils, était pointé sur le terrain pour faire comme s'il allait jouer à 1 contre 2. Il avait vraiment lancé la balle comme s'il allait servir contre les deux. Mais c'est tellement lui, tu sais. Mais il a tellement une belle personnalité, il est tellement authentique, drôle. Puis c'était dans un temps aussi que pas beaucoup de joueurs avaient cette attitude-là sur le terrain. Tu sais, là, on en voit plus avec les Kyrgios et les Corentin Moutet et même autres qui sont peut-être un peu moins intenses. Ouais. Mais il était le seul un peu de son style. Il était très joueur, très souriant. Il s'assumait, il faisait rire la foule. Il était tellement divertissant, tellement pur. Puis je pense que, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui ont aimé le tennis grâce à lui. Puis je sais qu'il est très aimé sur le circuit aussi. Côté américain aussi. C'est celui qu'on appelle Sliderman du côté américain parce qu'il glisse sur un terrain dur comme sur un terrain en terre battue. Ce qui n'est pas si simple que ça si vous essayez au parc au coin de chez vous. Très athlétique. Ah oui. Et si on est chanceux ce soir, on va voir Gabriel Diallo qui va affronter le Français Kerian Jacquet qui est présentement 121e mondial. Gabriel, il est 108, mais Gabriel a déjà des titres sur le circuit. Il a déjà été pas loin du top 30. En théorie, Gabriel part... Ben voilà. Herzogenbosch. Les gens vont être tannés d'entendre ça. Mais nous, ça nous fait plaisir. Si ils nous écoutent à chaque fois, c'est parce qu'ils nous aiment. Donc, t'as raison. Le running gag, t'as raison. C'est positif. Il paraît que la gang de Tennis Montréal nous écoute souvent. C'est ça qu'ils nous disaient. C'est ce que j'ai entendu, moi aussi. Tant que le boss de Tennis Montréal les menace en disant « Le nouveau podcast est sorti! » La maman d'Alexis est toujours là. Chantal, on te salue. Oui, Chantal nous écoute tout le temps. Bon, ben, tant mieux. Mais je sais que son frère, des fois, m'écrit à Alexis ou va m'envoyer un petit thumbs up pour quelque chose. Ben oui, Chantal, elle est incroyable. Donc, Diallo ce soir, en espérant voir Diallo, mon fils, et peut-être un retour d'Alexis, comme elle l'a prévu. Du côté de Toronto, on a eu aujourd'hui une belle surprise et on en avait parlé parce que Kayla Cross a battu une de tes amies. On savait que tu étais déchirée parce que Katie Bolton, une de tes amies, elle a remporté quelques titres sur le tournoi. Grosse victoire, mais on a dit que c'était pas impossible avec le rythme qu'elle avait. Commentaire sur cette victoire de Kayla Cross, Charlotte. J'avais raison. Oui, c'est juste... Non, c'est pas vrai. Je suis un peu plus humble que ça. C'est une très bonne victoire pour elle. Grosse victoire. Elle a vraiment bien géré la pression, joué à la maison comme ça sur le central. Je la regardais, elle avait l'air calme, même quand elle a gagné le premier set, 7-6. C'était sur une double faute, donc c'est sûr qu'elle n'a pas nécessairement célébré. On sait l'étiquette du tennis par rapport à ça, mais elle était calme. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin devant elle pour atteindre l'objectif. Je suis très contente pour elle, parce que c'est une très bonne joueuse, très bonne personne, travaille très fort aussi, gauchère. Je pense qu'elle a perturbé Bolter par rapport à ça aussi. Elle avait rien à perdre, entre guillemets. Un laisser-passer comme ça. Elle n'était pas la favorite de ce match-là. Donc, souvent, on joue un peu en se laissant aller, plus relâché. Mais elle l'a mérité, Charlotte. Elle venait de Granby. Elle avait remporté la route vers l'OBN. Donc, Kayla Cross est sur une bonne lancée, un bon été. Donc, elle vient confirmer son titre en Challenger à Granby avec une grosse victoire. Oui, puis on le dit souvent, à quel point des titres en Challenger ou en tournoi ITF,
ça veut dire beaucoup et le niveau est très élevé, bien, ça confirme un peu cette affirmation que là, elle se présente en WTA 1000 contre une joueuse qui était quoi, top 20, top 30? Elle a déjà été top 25. Top 25. Et elle va chercher une victoire en 2-7. Oui, Katie Boulter n'a peut-être pas la meilleure saison de sa carrière. Puis on voyait qu'elle était très stressée. Mais ça n'enlève rien à sa victoire. Puis on espère que ce sera juste le début peut-être d'une belle lancée pour elle ici à Toronto. Elle n'est plus aussi bien classée que Katie Boulter, mais il reste que c'était quand même une joueuse. Quand tu as une fille qui a remporté des titres devant toi sur le circuit WTA, c'est jamais simple. Et là, au prochain tour, elle va affronter Annie. Elle est 31e mondiale. Son meilleur classement, c'est 29e. Elle a 2 titres sur le circuit. Et son meilleur résultat cette année, c'est une demi-finale à Strasbourg. Elle a fait des quarts de finale à Rouen et Nottingham. Et un 4e tour à Madrid. C'est quand même pas une mauvaise saison pour l'Américaine Annie, 26 ans. Ça va être un bon défi pour Kayla Cross. Mais encore une fois, quand tu arrives avec beaucoup de rythme, c'est peut-être pas un bon timing pour Annie d'affronter une fille chez eux. Momentum. C'est faisable. Et je regardais les bourses de Kayla Cross en carrière. Bon, elle a sûrement fait plus. On n'est pas là, mais c'est quand même une bonne chunk. Là. si mes chiffres sont bons sur le site de la WTA, elle a fait à peu près 121 000 en bourse en carrière. Puis bon, il doit y avoir une bonne partie de ces bourses-là qui étaient des premiers tours peut-être dans des gros tournois qu'elle a joués, là, où à Granby, elle a fait quand même une pas pire bourse. Et là, elle va faire 36 000 $ américains. Pour ce deuxième tour-là, assurément, là, du côté de Kayla Cross. Alors, on parle de peut-être 25% ou à peu près là, de ses revenus à un seul tournoi. Alors, c'est quand même significatif. S'il fallait qu'elle passe au 3e tour, pourquoi pas, après ça, commencer à rêver dans le cas de Kayla Cross. Il y avait également Bianca Andreescu qui était en action aujourd'hui, puisqu'on a joué un peu plus de matchs du côté de Toronto. C'était pas simple contre Bartinkova. Elle a perdu en 2 manches, Bianca, en 2 manches de 7-5 et 6-4. Hugues, commentaire? Sur un laissez-passer, quand même un match serré, mais bon, ça passe pas pour Bianca, ancienne championne en 2019, on le sait, à Toronto d'ailleurs. Mais elle est pas loin. Moi, j'aime son esprit de cette année où elle fait des tournois, elle fait des qualifications, elle fait des challengers. Elle peut revenir encore bien quand on espère que ça décolle. Moi, je pensais qu'elle était bien partie. À 5-2, elle servait pour la manche. Ça me rappelait des souvenirs de la voir sur ce terrain-là à Toronto où elle a gagné il y a quelques années. Je me suis dit qu'elle devait être en bonne sensation. Malheureusement, l'autre est revenu de l'arrière puis a gagné en 2 manches. Donc, c'est sûr que ça doit être très décevant pour elle, qui avait probablement l'espoir d'avancer dans le tournoi. J'aimerais ça voir un gros résultat de sa part. Ça tarde à arriver, mais qui sait, 7-5, 6-4 contre une bonne joueuse aussi. Donc, des fois, c'est des petits détails qui vont faire une différence. Puis, on espère dans son cas que c'est pour ça. Mais comme tu dis, elle est en santé, elle joue beaucoup de tournois. Donc, pour ça, c'est bien. Une autre Tchèque qui fait du dommage dans un tournoi à la Bartinkova. Il y aura à Toronto également Rebecca Marino qui va affronter Somnaz. On en parlait dans l'épisode. Moi, je voyais peut-être un potentiel, mais toi, tu disais ça va être compliqué parce que Somnaz, c'est vraiment pas une mauvaise joueuse. Et Daria Kasatkina, l'ancienne russe qui est maintenant australienne, va affronter Wang. Qui vient juste de se marier. Wang ou Kasatkina? Kasatkina. Parce que je te crois. Je pensais que vous étiez au courant. Mais d'habitude, tu courant des potins, mais visiblement, t'es une coche au-dessus. Andreeva était là. Il y a plein de joueurs qui étaient là. Oui. Bon, Andreeva avec une, je pense, patineuse olympique. En tout cas, ça se peut parce que... Sa femme, c'est une ancienne olympienne. Ça se peut parce que c'était d'ailleurs une des raisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais elle avait vraiment peur de révéler son orientation sexuelle. Puis finalement, ça avait été une grosse affaire là, en tant que russe. Puis elle avait décidé de changer sa nationalité. Et nous, on l'aime beaucoup, elle. On l'avait interviewée à Granby. C'est là où je m'en vais. Il y a quelques années. Parce qu'elle avait remporté ce tournoi-là à Granby il y a quelques années. Elle était venue nous jaser à quelques reprises durant le tournoi. Je pense qu'elle avait encore la nationalité russe à ce moment-là. Mais il y a une année, pour les gens qui s'en souviennent peut-être pas, mais Granby avait le titre de tournoi WTA. Et il y avait quelques Marta Kotsuk avait fait ce tournoi-là par ailleurs
D'ailleurs, je me demande si la finale, c'était pas exactement Kotsuk contre Daria Kasatkina. Il faudrait vérifier ça, là, mais elle sera... Tout ça pour dire, finalement, là, qu'elle sera sur le central ce soir, la nouvelle mariée. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Tu n'as pas été invité, toi? Mais là, vous êtes en train de me faire douter, Nous non là. plus, on n'a pas été... Mais non, mais je sais pas. Là, moi, je suis, là, regarde, je suis un patineur de nature, là, moi, je vais suivre ça, là, mais... Mais moi, j'aimais ça voir les photos de mariage et tout ça, là, passer, mais peut-être que c'est moins votre style. Une anecdote. Et comme son... en fait, c'est une des rares joueuses qui joue avec la marque Artengo. Comme Gaël, mon fils. C'est tellement toi, là. Ah ouais, moi j'aime le côté technique. Artengo, la marque de Decathlon. Il va nous parler. Marketing, là. Il va aussi nous dire la Wilson, telle affaire, là. Il sait par cœur. T'es comme un. Ah, je sais pas, encyclopédie. Ouais, j'allais dire autiste du tennis. Mais, ouais, c'est un peu ça. Encyclopédie. Trop intelligent. Encyclopédie, c'est un meilleur terme, honnêtement. C'est vraiment plus respectueux. Ben voilà. Je pense que ça complète rapidement pour l'épisode d'aujourd'hui. En termes de ce qui se passe sur le tennis. Mais il nous reste encore un bloc d'entrevue avec Mohamed El Katafani. Je vous invite à écouter cette entrevue. On en parlait en début d'épisode, la question du toit fait jaser. Et parlant de toit, on reçoit quelqu'un qui s'occupe de faire des toits un peu partout dans le monde du sport, fait des bulles. Mohamed du groupe Farley, merci de te joindre à nous. Le monde ne le savent pas, mais tu parles anglais, tu parles français, mais ton anglais est plus efficace pour parler des termes techniques. Alors, ça vous dérange pas, on va faire l'entrevue en anglais et moi, je vais traduire au fur et à mesure. Mais Hugues, avant, peut-être que tu veux nous présenter l'invité un peu plus, puisque tu le connais beaucoup mieux que moi. Ben oui, Mohamed est un fournisseur important de Tennis Canada. Ils ont fait plusieurs centaines de bulles à travers le pays. C'est la manière la plus rapide et la moins coûteuse pour faire des terrains intérieurs. On sait qu'il y a une pénurie de terrains intérieurs au Canada, à Montréal, au Stade IGA aussi. On sait qu'on a, du côté de Tennis Montréal, seulement 3000 membres qui ne réussissent pas à faire d'activité parce qu'il manque de terrain durant chaque séance hivernale. Il y a vraiment une demande importante pour les terrains. Au Québec, il y a une bulle qui est assez connue dans les cantons de l'Est, qui est celle de Waterloo, qui a été faite par le groupe Farley il y a 3 ans environ, qui fonctionne très bien. Moi, j'y joue souvent le week-end durant l'hiver, et c'est une façon qui est économe et qui est pratique. On peut la monter et la démonter, cette bulle, en début de saison et en fin de saison intérieure. Donc, on retrouve les terrains extérieurs à la fin de la saison hivernale, ce qui est très bien aussi. Donc, Mohamed, thanks for being here. Thank you, Hugh. Thank you for having me. Thank you, Alex. Great to have you. Tell us a little bit about first your relationship with Tennis Canada. How long has it been going on, and what have you done with them? So we are, as you said, we're from the Farley Group. We are working in the dome business, and as you mentioned, it's a problem that it's worldwide. It's an international problem that we need like infrastructure for sports. Especially in Canada with the winter, It's very hard to practice like tennis or like soccer or any other kind of sports. And that's why we took the initiative with Tennis Canada to increase the practice and the use of tennis, because it's a better solution than normal building. Because if you want like a covered building to cover like tennis courts, you will spend tons of money, millions to do that. Yeah, many millions. While with a fraction of this cost, you can make a dome, and this way you can increase the number of people who are practicing the sports. And this is where the Farley Group came with Tennis Canada. We partnered together. We're the only Canadian company doing this. That's why they trust us. They trust our service, our support. And we have built with them, I think, so far around 16 facilities around Canada. And it's increasing. The demand is increased. What is the biggest province now for you guys where you're operating the most? And Ontario. In Ontario, for sure. Yeah, Ontario. The thing is, I think domes are not that common in other provinces, especially Quebec, maybe because of the past or something. But in Ontario, we have, I think, more than 150 domes around Ontario. Wow. Have you seen the demand increase, and as other racket sports like pickleball influence your business? Yeah, it's increasing. Tennis, pickleball, and now even there is paddle is coming. I heard it here and there. But pickleball and tennis are more increasing.
Si ça ne dérange pas, je vais juste traduire pour les gens qui nous écoutent. Alors, on est en compagnie de Mohamed El-Katafani qui travaille pour le groupe Farley. Et bon, les questions que Hugues posait, c'est à savoir, bon, mais quel est le rôle de la compagnie? Et là, ben, il a expliqué qu'ils font des dômes qui sont généralement beaucoup moins coûteux que de faire des toits solides sur des amphithéâtres. Et ça, ben, ça permet, à des organisations, par exemple, comme Tennis Montréal ou Tennis Canada, de pouvoir peut-être produire plus de terrains sportifs. Dans notre cas, nous, c'est le cas de terrain de tennis. Et pour une fraction du prix par rapport à ce que c'est pour des toits rigides, si on veut, là, ou des amphithéâtres, ben, ça permet d'offrir une expérience où ben, on n'est pas victime de la température et c'est beaucoup plus facile de ce côté-là. Et là, évidemment, on parle de tennis, mais ça peut être beaucoup d'autres éléments. Disait aussi que c'est une compagnie canadienne, le Farley Group, et qui a une association avec Tennis Canada, tu en parlais tout à l'heure. Alors, voilà, ça résume globalement les... Ce qui est important aussi, c'est que les bulles sont saisonnières. Donc, si c'est un club qui est extérieur, comme à Waterloo, par exemple, ben, on monte cette bulle-là au mois de fin octobre. Et elle est démontée au mois d'avril pour qu'on retrouve les terrains extérieurs comme on les aime. On veut jouer dehors l'été parce que on profite de l'été au Québec quand il est là. Donc c'est des bulles qu'on monte et qu'on démonte. Is it like inflatable? Is it the one that you push like you lift it up with hair? Is that how it works? Technology. It's an AV supporter. Just want to comment on what you said in French that. Why it's seasonal? Because the most common scenario, it's very hard to find land. Yes. So the client, they go to the cities or to school, universities, and tell them, in the winter, these courts are sitting doing nothing. Mm-hmm. So what if we just like use your courts during the winter? We will cover it. Then that way you can use it, we can use it, and then in the summer you get your courts back. That's why the seasonal thing is more common. Yeah. But we can do both, whether it's permanent or seasonal. Yeah. So the technology works that it's an air-supported structure, so it's inflated by air in the middle, it's pressurized. Mm-hmm. So it's not between this white thing, it's called the membrane of the fabric, and the air is inside, and this is how it's supported. And there is constant fresh air that's coming all the time with the heating. It comes with heating, lighting, it's like a normal building. Mm-hmm. It can be removed easily. That's why it can be seasonal. Alors, ce que moi expliqué, c'est que bon, effectivement, ce sont des bases qui sont soutenues par de l'air chaud et de l'air nouvelle à chaque fois, et c'est comme ça qu'on peut monter et démonter finalement, parce que si on veut retirer la bulle, ben on a finalement juste à retirer l'air, et c'est quand même beaucoup plus simple que de faire exploser un building ou détruire un toit si on a besoin de le faire. Would you be able to give a roof to that stadium, which has been a big point of discussion the last couple of days, the last couple of years actually? Is that something you guys are in the business? So we can build a roof, but it would be permanent because it cannot be open and closed. That's why we don't see domes on top of stadiums for soccer or for tennis, because you have to have this opening by the rule of the game. So technically we can do it, but I don't think this would be accepted. This is not the solution here. So your market is more like amateur sports and amateur building more than professional facilities, because you will probably maybe point to a big public or tennis players, a casual tennis player. That's what I mean. No, but even like for professionals when they can practice. Like for example, of course, that makes sense. We have domes, like we have 4 domes in Wimbledon in the UK, where they use the players to come and practice before the tournament. So when you train like a day like that, exactly, that's a great example. Mm-hmm. You will have the stadium, you will have domes next to the stadium. Yeah. It's like a closed field, and now the players, instead of just waiting, they will go practice, like stay warm, and then they come back to play. Parce que j'ai demandé, est-ce que dans le fond vous êtes plus dans la business grand public sport professionnel? Ben, il dit pas vraiment, parce que ça peut être complémentaire au sport professionnel. Il dit par exemple, ça peut être des endroits où les athlètes vont pouvoir aller s'entraîner. Et là, ben, on n'est pas victime de la température. On pourrait avoir un dôme ici, juste à côté du parc Jarry. Et dans un cas comme aujourd'hui où il pleut, ton horaire de pratique, elle est pas chamboulée. Alors, dans ce sens-là, effectivement, ils peuvent ici aussi viser
avec le grand public. Hugues, you wanna go? Je vais rajouter un truc que Mohamed a dit qui est important plutôt, c'est que souvent durant l'hiver, les terrains sont juste pas utilisés. C'est enneigé, ils sont condamnés pendant 6 mois, donc on donne vie pour le grand public, pour les citoyens, pour une municipalité ou un club, à des terrains qui sont pas utilisés durant l'hiver pendant 6 mois, et tout d'un coup on les retrouve après. Donc on a une occupation 12 mois par année, donc c'est plus rentable et c'est plus pratique pour tout le monde. And you guys, you are here today. You were telling me off air that you're going to Toronto also. So you're doing the 2 big tournament here in Canada. That's correct. So the main reason we're here is just to connect more with our clients, with the cities, with the general contractors, just to try to grow this event. And we do the same in Toronto because we have also a client base there as well. So yeah. Alors, il dit que la raison pour laquelle ils sont ici aujourd'hui, c'est un peu un événement de, je ne sais pas si c'est relations publiques, mais relations marketing, si on veut, réseautage. On invite des clients avec nous à l'événement. Et, well, you know what? It's a really great event to invite clients and have people they're going to enjoy it. It's one of the best events, I would say, in the world, in the sporting world, actually. So it's a good event if you want to do that kind of. Awesome. And always Montreal is very nice. It's a very nice place, to be honest with you. And what's coming up for you guys? What are the next project? Maybe you want to brag about what's coming up for you guys? We have a lot in the pipeline, and to be honest with you, not just in Canada, but even like globally, we have a lot in coming. And but like let's talk specifically about Quebec. What I'm really proud of that now more and more in the cities of Quebec understood that Dome is the best solution to grow sports and like help the community, because people need a place to play, they don't have it, and the most feasible solution is having a dome, and cities are realizing that. And we see there's a really a lack for soccer, for tennis, for many sports, so this is the way to go right now. Yeah. Mohamed El-Katafani, thank you so much for coming on Sur la Ligne podcast. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. We're actually really proud to have a Canadian company like you guys shining all over the world. Keep going the good work, and we'll encourage people to go play under your dome. Thank you for having me, and I'm glad to be around, and I hope we will work more with Tennis Montréal. We will. Thank you. Thanks, Mohamed. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à Mohamed El-Katafani. Avant de conclure l'épisode, je veux remercier les commanditaires Cadillac West Island. Vous avez peut-être vu la voiture sur la ligne que Hugues conduit fièrement. Une superbe lyrique 100% électrique 2026. Merci à Cadillac West Island. Elle est magnifique. J'étais un peu jalouse. Ben regarde, tu peux la demander. On va faire un tour ensemble. Voilà l'orange doulep ensemble si ça vous tente. Bon, hey, là, tu me teases. On s'en va, let's go! C'est le genre de voiture qu'on veut dans le parking à l'orange doulep. Un hot dog, mais honnêtement, hey, pour vrai, là j'y pense en ce moment, j'ai même pas pris encore un hot dog à l'Omnium Banque Nationale depuis qu'on est là, les grosses saucisses avec le pain brioché. Exact. J'ai faim. OK. Il y a Café Vito. Café Vito aussi qu'on veut remercier le café officiel de l'Omnium Banque Nationale. On a également un concours. Mon cher Hugues, est-ce que tu veux parler des détails du concours et après je vais donner une collaboration avec Chaos Sport. On remettra mercredi midi une glacière Yeti avec un certificat cadeau de 50$ chez Benny & Co. et un certificat cadeau de 100$ de Popeye, les suppléments alimentaires. Et il faut nous amener l'indice qu'on va révéler dès maintenant pour mercredi midi. Est-ce que tu es au courant de l'indice, Charlotte, parce qu'il te concerne? Tu vas le découvrir. Eh bien, c'est toi qui vas nous le dire. Ben, j'espère que tu vas pas te tromper, mais tu devrais pas. J'ai l'air pas préparé. Ben non, mais ça va être facile. OK. Je suis prête. L'indice. On parle souvent de ta carrière junior qui a été spectaculaire. Quel a été ton meilleur classement chez les juniors? Moi, je le sais, si jamais tu l'as oublié. Chez les juniors. OK. Faut que je le dise ou c'est l'indice? Dis-le, ben non. 4e au monde. 4e au monde, c'est ça. Alors, l'indice est 4. C'est ça, l'indice. Je vous rappelle la collaboration qu'on a avec Chaos Sport. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, TikTok et la chaîne YouTube Chaos Sport également. Plus de 100 000 abonnés. Et, mes amis, je vous remercie infiniment. Et Charlotte, comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.